En général, dans les industries créatives, l'innovation est considérée à partir d'un point de vue unique. La création des œuvres, les modalités de production des contenus et les inventions artistiques. De manière paradoxale, les innovations s'appuyant sur la technologie y sont masquées. Pierre-Jean Bengozi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École Polytechnique, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur avec Elisa Salvador d'un rapport consacré à la recherche et développement dans les industries culturelles créatives. Le cas de l'édition. Qu'est-ce qui se passe dans l'édition? On sent bien, c'est ce que j'évoquais, c'est un extrait de votre rapport que je me suis permis de reprendre. On sent bien que l'édition est en transformation radicale sous le poids du digital, du numérique. Je ne me permettrai pas de dire que cette introduction était remarquable, même si je le pense. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je trouve que j'ai eu l'occasion de travailler régulièrement sur les industries culturelles et la plupart des travaux, quasiment toutes, considèrent ces industries comme des industries de prototype où finalement l'essentiel de l'innovation, de la création est considéré sous l'angle des contenus, en prenant d'ailleurs ces industries comme des industries de référence et en oubliant que ce qui fait dans la plupart des autres secteurs industriels l'élément principal du renouvellement, à savoir les investissements en recherche et développement et les investissements sur la technologie. Et donc ça semblait intéressant d'aller regarder de près comment ces industries culturelles, le livre en l'occurrence, aborde et prend en charge cette technologie, ces innovations technologiques, notamment sur un secteur comme le livre qui est resté quasiment inchangé dans son modèle global depuis plusieurs centaines d'années. Le modèle économique, il est né quasiment après Gutenberg et n'a pas beaucoup bougé depuis. Alors, donc ce rapport, c'est pour le Centre national du livre. Et donc, vous évoquez, la grande transformation, c'est au fond la bascule dans une économie de plateforme. La grande transformation, effectivement, ça a été le fait que le support papier est resté déterminant depuis des siècles. Et les grandes règles aujourd'hui de l'économie du livre, elles ont à peu près été fixées à la fin du 19e siècle, notamment grâce à Hachette qui fixait le mode des best-sellers, la constitution de points de librairie proches des consommateurs, des lecteurs, avec l'ancêtre des relais H, la littérature de gare, une transformation également de la technologie d'édition avec des ouvrages brochés de moins bonne qualité mais qui permettaient d'avoir des coûts inférieurs. Donc tout ça finalement s'est mis en place il y a une centaine d'années et est resté plus ou moins changé avec des éléments à la marge. Bien sûr, entre-temps, la composition a bénéficié de l'apport de l'informatique, la logistique a été améliorée, le suivi des ventes aussi, mais la vague actuelle et les transformations profondes actuelles, ce sont les transformations qui ont été portées par le numérique, avec d'une part la possibilité de vendre des livres sur Internet, des livres papier, ça a été le premier choc Amazon. Et le deuxième choc Amazon et des autres plateformes, ça a été la dématérialisation du livre et le fait qu'on achète plus simplement un support papier, mais on achète un fichier qu'on va télécharger, qu'on va lire sur un smartphone, sur une liseuse, sur son propre ordinateur. Et donc avec à la fois des modalités de rémunération, des modalités d'usage et de lecture, et bien entendu une économie des éditeurs qui s'est profondément transformée de ce fait. Alors, dans ce rapport, on sent très clairement que les éditeurs sont en difficulté, vous l'évoquez, et ce n'est pas illégitime, c'est-à-dire que les stratégies qu'ils peuvent avoir sont coûteuses, ça requiert des investissements, avec des retours pas nécessairement évidents à anticiper. Alors effectivement, les éditeurs, pour leur distribution, avaient de tout temps eu l'habitude de travailler avec les libraires, qui était à la fois le point de vente final et puis l'élément qui permettait de recommander les ouvrages aux lecteurs, et puis des chaînes logistiques de distribution qui étaient concentrées, mais sur lesquelles finalement on avait des modes de travail qui étaient déjà installés depuis très très longtemps. L'arrivée des e-books, mais où la vente en ligne a modifié cette situation, notamment parce que, en particulier sur les e-books, ça suppose que les éditeurs soient capables de numériser des fichiers, de produire des catalogues électroniques et plus simplement des catalogues papier,
de développer des compétences technologiques parce que le support papier est resté inchangé depuis des centaines d'années. Les supports numériques, ils changent quasiment tous les 2-3 ans. Hein. Chaque nouvelle vague de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs amène des nouveaux systèmes d'exploitation, des nouveaux logiciels de lecture, etc. Donc ça suppose des coûts internes pour assurer cette veille technologique, pour assurer cette numérisation des catalogues, des fichiers, et puis même pour produire des livres. Hein. La production d'un livre pour enfants, il y a quelques années, c'était un texte avec quelques illustrations faites par un graphiste ou un dessinateur. Aujourd'hui, un livre pour enfants, ça suppose d'avoir des éléments, des applications animées qui sont presque proches du jeu vidéo, du développement. Donc c'est des coûts très très largement supérieures, des compétences très différentes de celles des compétences historiques des éditeurs. Et pour des petites structures comme le sont les maisons d'édition, ce n'est pas forcément facile d'assurer cette transformation, ce changement de métier et les lourds investissements que nécessite la mise en ligne de leur titre. D'où vos interrogations sur les conséquences pour l'action publique. C'est-à-dire c'est peut-être à la puissance publique de... Voilà, comment peut-elle se saisir de ce sujet? Alors la difficulté, effectivement, pour l'acteur public, pour le régulateur du secteur, c'est de repenser des modalités à la fois d'incitation à la création, hein, le problème des droits d'auteur et de protection des auteurs, d'incitation à la lecture. Là aussi, hein, ce n'est pas forcément cohérent avec la défense des auteurs. Hein. L'incitation à la lecture, ça pousse plutôt à ce qu'on a fait avec les bibliothèques publiques, hein, rendre les livres accessibles au plus grand nombre dans les conditions de coût le plus faible. Ça pose aussi des questions d'accompagnement des éditeurs pour maintenir une capacité de production diversifiée d'auteurs et de types de littérature de tout type. Et donc, ce n'est pas forcément simple. C'est d'autant moins simple que le livre, ce n'est pas un modèle unique, ce n'est pas le modèle de la fiction ou la littérature générale, comme on le pense spontanément. Le livre, c'est le livre scientifique, pose des problèmes particuliers, et le projet de loi numérique, ce qu'on appelle la loi Le Maire, justement, déstabilise d'une certaine façon, ou réinterroge d'une certaine façon le statut de la publication des ouvrages scientifiques ou des textes scientifiques. Le livre, c'est aussi... En quel sens En quel sens sur la loi Le Maire? C'est-à-dire que la loi Le Maire indique que les recherches qui ont été financées majoritairement sur subvention publique, donc on pense notamment à toute la recherche publique, CNRS universitaire, etc., doivent, après un an ou deux, être accessibles. En tout cas, les chercheurs ont la possibilité de la diffuser comme bon leur semble. Donc, ce qui veut dire que la fenêtre d'exploitation pour les éditeurs sera limitée à un an ou deux. Donc ça, c'est une tension. L'autre élément, c'est que si on pense notamment aux encyclopédies, dictionnaires, hein, c'est pas de la littérature générale, mais c'est aussi un secteur qui a complètement été remis en cause par les modèles collaboratifs de type Wikipédia. On pourrait penser également aux ouvrages de Beaux-Arts ou aux ouvrages à base d'illustrations. Donc chaque secteur, ou aux ouvrages de bricolage, aux ouvrages techniques. Donc derrière le modèle du livre, on a une série d'économies qui peuvent être très différentes, hein, selon livres pour enfants, jeunesse, BD, ouvrages techniques, beaux-arts, scientifiques, et qui amènent des stratégies d'éditeurs qui ne sont pas forcément du même ordre. Très bien, donc face à ces transformations assez radicales, au fond, main dans la main, puissance publique, acteurs privés, pour essayer d'inventer de nouvelles voies. Alors je ne sais pas si c'est main dans la main, mais en tout cas, c'est de chercher de nouveaux espaces d'intervention. Je pense notamment à la question de la standardisation des interfaces, des technologies, pour à la fois faciliter le travail des éditeurs dans la mise en ligne de leur catalogue, leur éviter de dépenser des énergies considérables pour suivre la technologie, donc une forme de mutualisation de ce suivi technique. Bon, on peut penser typiquement que ça fait partie de ces espaces nouveaux sur lesquels pourrait s'opérer la régulation. La question des droits d'auteur, on l'a aussi évoqué, hein, quelle est aujourd'hui la bonne
rémunération des auteurs pour le numérique et comment penser la mise en ligne pour à la fois favoriser la lecture pour le plus grand nombre et maintenir la rémunération à la fois des auteurs et puis des producteurs qui prennent le risque éditorial. Pierre-Jean Bengozi, merci de votre éclairage et donc une étude pour le Centre national du livre, la recherche et développement dans les industries culturelles créatives, le cas de l'édition. Merci.